Voilà. Bonjour à tout le monde. Nous sommes des gestionnaires de portefeuille. C'est notre travail quotidien d'essayer de faire notre mieux pour enrichir nos clients. Naturellement, les marchés ne sont pas faciles. Et surtout que dans cette période ici, il y a beaucoup de rumeurs, enfin les journaux et tout ça, depuis peut-être quelques mois, qui disent que en 2023, ça va être la catastrophe, ça va être, je sais pas, le chômage, ça va être, tout est négatif. Je dois vous dire, moi, je suis un vétéran dans le marché. Je suis dans le marché depuis 54 ans. Et en 54 ans, j'ai vu les crashs, j'ai vu les booms boursiers, j'ai vu tout ça. Et je dois vous dire, quand ça arrive un crash, quand ça arrive quelque chose de mauvais, c'est pas annoncé. Ça arrive paf d'un coup. Et, et donc, personne ne peut prévoir ça. Imaginez le coronavirus. Quand il est arrivé, c'était le mois de mars, je pense, 2020. Et personne ne s'attendait que ça pouvait faire tomber le marché. Mais en quelques semaines, le marché est tombé vraiment de beaucoup, quelque chose comme 25%. Après, il a tout repris. Il a terminé à la hausse le marché cette année-là. Mais ça reste que finalement, ça arrive d'un coup. C'est ça que je veux dire. Donc, quel est le pire crash que moi j'ai vu et le plus notoire dans le monde, dans tous les livres, finalement, qui parlent de bourse? C'est celui du 19 octobre 1987. Le 19 octobre 1987, le marché ouvre et puis, heure après heure, finalement, il termine la journée avec une perte de 23% dans le Dow Jones. Imaginez, qu'est-ce que ça voulait dire tout ça? Ben, ça voulait dire que les gens voulaient sortir, mais ils ne pouvaient pas sortir. Il y avait, comment dire, les spécialistes sur le marché de New York sont ceux qui font la contrepartie des transactions de ceux qui veulent acheter comme public et tout ça, ou vendre. Et puis, ils étaient débordés et c'était impossible de pouvoir satisfaire tout le monde. Donc, ils suspendaient les transactions. Il y avait des stop-loss à l'époque qui étaient sautés, imaginez un stop-loss sauté, et qui n'étaient pas réalisés. Finalement, c'était vraiment un marché en panique totale. À se demander pourquoi on était en panique tellement grand. Ben, les raisons sont plusieurs, mais moi j'ai vécu ça. Mais je lis dans la littérature aujourd'hui que ce n'est pas tout à fait ce que moi j'ai vécu. Mais j'ai l'impression que les gens inventent un peu dans les raisons. Mais une des raisons était les produits dérivés. Vous devez savoir qu'en 1982 est né à la Bourse de Chicago un contrat à terme sur l'indice S&P 500. Et ce contrat à terme était utilisé pour hedge, pour couverture. Donc, vous avez un portefeuille, je parle portefeuille de centaines de millions, vous avez un grand portefeuille institutionnel, et puis finalement, vous voulez le protéger contre une baisse, et bien, vous vendez short, comme on dit, des contrats à terme sur l'indice, et comme ça, si le marché descend, le vrai marché, de l'autre côté, les contrats à terme font l'argent et ça compense un pour l'autre. En réalité, tout ça c'est beau en théorie, mais en réalité, dans la pratique, ce qui est arrivé, c'est que quand c'était le 19 octobre, le lundi matin, le marché des futures ouvre encore toujours, ouvre avant que le marché des actions. Et déjà le marché des futures était vraiment déprimé à la baisse, à la baisse, à la baisse. Ce qui a fait que quand le marché des actions a ouvert à 9h30, ben finalement, le marché a ouvert avec un gap. Allez voir les graphiques de l'époque. Et puis, Gary vous montre ici un graphique et de regarder le trou qu'il a fait cette journée-là. Vraiment une baisse énorme. La question était, bon, une des raisons c'était ça, mais ça se dit après. Sur le moment, on ne sait pas pourquoi tout ça, ça arrive. Et aussi parce que si quelqu'un vend, ben moi aussi je vends, puis comme moi j'ai vendu, l'autre aussi veut vendre. Et puis est-ce que c'était horrible, vraiment horrible? Je veux dire, ce n'était pas seulement à New York, c'était sur la planète entière, parce que la planète entière, en regardant New York qui baisse comme il baisse, ben, tout le monde s'est mis à baisser. Regardez, c'est marqué, je crois, ici, on avait les plus grands marchés, non, des 23 pays majeurs de bourse, finalement, il y en avait 19 qui ont perdu ce jour-là entre 20 et 29%. Donc, c'était catastrophique en quelque sorte. Il y avait aussi beaucoup de monde qui était sur marge. C'est-à-dire, vu que le marché allait si bien, et parce que regardez comment il allait bien le marché. Regardez, le Dow, en 1982, il était à 776 points. 5 ans plus tard, le 25 août, c'est le maximum qu'il avait fait cette année-là, avant de chuter,
il était à 2722 points. Et regardez, de 776 à 2722 points. Tout le monde faisait de l'argent, tout le monde ouvrait des comptes. Donc, vous dire qu'au Québec, habituellement, les Québécois n'étaient pas tellement portés pour les choses de bourse et tout ça jusqu'en 1982. Mais avec la montée de 1982 et avec l'aide aussi d'un certain, au moins au Québec, du REA de M. Parizeau, ben finalement, qu'est-ce que ça a donné? Ben, un engouement. Donc, finalement, dans toutes les maisons de courtage, ça ouvrait des comptes, tout le monde. Enfin, c'est un sport, en quelque sorte, non seulement au Québec, mais à travers le Canada et les États-Unis et sur la planète. C'était le sport d'investir à la bourse et pour faire de l'argent. Naturellement, après le 19 octobre 1987, ben, tous ces gens-là se sont dispersés en quelque sorte. Moi-même, que j'étais appelé pour donner des conférences dans différents endroits, et puis finalement, tout le monde a cancellé après. Ils se sont aperçus qu'à partir de 1987, le marché boursier était dangereux et il fallait savoir maîtriser les risques et tout ça. Est-ce que, quand ça s'est arrivé, il faut savoir que quand la bourse perd tellement d'argent comme 23%, c'est-à-dire les actions perdent 23% de leur valeur dans une journée, finalement, ça veut dire qu'il y a beaucoup d'argent qui était brûlé, en quelque sorte. La masse monétaire du pays diminue à cause du fait que la valeur des actions a baissé. Là, ça vient, il y a un monsieur qui s'appelle Alan Greenspan. Lui venait juste d'être engagé, enfin d'être devenu le président de la Réserve fédérale. Je pense que c'était le mois d'août, quelque chose le mois d'août. Donc, 2 mois à peu près qu'il était en service, et puis là, il se retrouvait une catastrophe planétaire. M. Greenspan, qui était un homme ultra pratico, ce n'était pas vraiment des académiciens. Comme aujourd'hui, on a ces gens de la Réserve fédérale, la plupart sont des académiciens, très bons, brillants et tout. Mais ils ne viennent pas vraiment du concret du terrain. Tandis que M. Greenspan était vraiment terre à terre, si on peut dire comme ça, un monsieur d'une grande simplicité. Et c'était surtout un grand ami, a dit de Mme Ayn Rand ici, laquelle avait écrit un livre fabuleux, La Grève, dans lequel il raconte finalement comment les gouvernements, quand ils sont trop envahissants, finalement, empêchent aux gens de prendre des risques et de faire avancer l'économie. Et la grève, c'est la grève des chefs d'entreprise, lesquels ils disent, OK, l'État veut faire tellement de choses, ben, donnons tout à l'État, et ça va lui faire, et moi je m'en vais en vacances. Et en réalité, c'est la fin du roman, c'était que l'État allait en faillite. Enfin, l'idée de fond de Greenspan, mais surtout de Mme Ayn Rand, qui était une sorte d'écrivaine, philosophe, enfin un peu tout. Allez la fouiller si vous voulez sur Internet. Et puis, l'idée c'était que finalement, il fallait agir d'une façon concrète et pratique. Donc, lui, il a dit, OK, le marché boursier a brûlé beaucoup d'argent, pas de problème, je pompe de l'argent pour le remplacer. Et regardez, il a été capable, 2 ans plus tard, il n'y avait plus de traces de ce crash boursier. Et qu'est-ce qu'il avait fait? Ben, il avait fait ce qu'on appelle après le put. Un put, voyez-vous, c'est marqué le put de Greenspan. Le put, c'est un instrument qui a été lancé aux bourses nord-américaines en 1978. Et c'est un produit qu'il fixe un prix de vente. Même si le marché est déjà tombe, mais vous avez fixé votre prix de vente avant, et donc vous vendez en faisant du profit. Donc c'est une assurance à prix, en quelque sorte, ce put. Naturellement, le put, ça c'est la définition du put, boursièrement parlant. Et si ça vous intéresse, les puts et les calls et tout ça, allez voir la Bourse de Montréal, vous avez tout ça. Eux, ce sont le centre des produits dérivés au Canada. Mais le put, ça voulait simplement dire que M. Greenspan ne voulait pas des crashs boursiers. Et s'il entrevoyait qu'on s'en allait vers un crash boursier, il mettait en fonction des principes qui permettaient de calmer le marché à la baisse et de le faire remonter. Et on a appelé ça put, l'équivalent de put. Et qu'est-ce qu'il avait fait donc? Regardez qu'est-ce qu'il a fait. Il a fait le put de M. Greenspan de l'époque, c'était, entre guillemets, donc l'achat d'obligations pour baisser les taux d'intérêt. Donc, il s'est mis à acheter, lui, parce que la Réserve fédérale, c'est finalement la banque des banquiers. Et donc, finalement, il a tous les pouvoirs, finalement. Et donc, finalement, il achète les obligations, mettons, des banques.
Et les banques, donc en les achetant, il remet de la liquidité dans les banques et les banques peuvent continuer à fonctionner comme telles. Ensuite, regardez qu'est-ce qu'il a fait. Donc, achat d'obligations. Ensuite, il a baissé les taux d'intérêt des fonds fédéraux. Les fonds fédéraux sont les fonds, mettons qu'une banque aurait besoin, et combien elle paye quand elle a besoin de fonds à la Banque centrale, elle paye le Fed Fund, enfin, le taux d'intérêt des Fed Fund. Donc, il a baissé ça, et finalement, il a fait des repos. Sans rentrer dans les détails, c'est quoi un repo, mais c'est qu'une banque se voyait en quelque sorte prêtée par le gouvernement, par la Réserve fédérale, se voyait prêter de l'argent. Le repo, habituellement, c'est quotidien, ça entre banque et banque. Mais avec la Réserve fédérale, c'était perpétuel, c'est-à-dire ça se renouvelait automatiquement. En fait, donc, finalement, le repo, la baisse ici des taux de la Fed, des Fed Funds et l'achat d'obligations fédérales faisait en sorte que finalement, les taux d'intérêt en baissant, ben, ça a permis d'absorber en quelque sorte cette perte d'argent. Naturellement, notez que ce put ici, que vous voyez ici, ça c'est le premier. Parce qu'en réalité, après, que M. Bernanke a aussi son put. Ensuite, Mme Yellen a son put. M. Powell a son put. Chacun a sa façon d'aider à ne pas faire en sorte que le marché s'écroule et puis finalement tout le monde se retrouve en chômage et tout ça. M. Greenspan a été considéré, mettons, le maître des maîtres. Vous savez, il a été le président de la Réserve fédérale pendant presque une vingtaine d'années et il a été, c'est ça, c'est pas marqué ici, mais il s'était entre... c'est ça, 1987, donc au mois d'août de 1987, jusqu'en 2006. En 2006, finalement, il a donné les démissions et c'est M. Bernanke qui a pris la place. De quoi on accuse à présent M. Greenspan? C'est qu'avec son idée de faciliter l'économie, quand des choses ne vont pas bien, ben, il pompe de l'argent. Ben, on a pensé que et aussi, mettons, la crise de l'année 2000, vous savez, le 2000, c'était l'année dans laquelle le Nasdaq est tombé dans la cave, et l'indice Nasdaq, et est tombé dans la cave, et c'était, comment dire, tout ce qui était la haute technologie de l'époque, et puis tout ça. Et puis, donc, l'idée de fond, c'est que le fait que tout le monde s'attendait que M. Greenspan pompe de l'argent quand les choses ne vont pas bien, ça a permis une plus grande audace à faire des choses et qui sont risquées. Et c'était le cas de l'année 2000 à propos de la technologie, c'est-à-dire les titres montaient, mais il n'y avait pas de consistance réelle pour monter tellement. Et tôt ou tard, paf, ça s'est mis à tomber. Pour ceux qui ont la mémoire, pensez juste à Nortel, ici au Canada, au Québec. Ensuite, le 2008-2009, l'autre crise qu'on a eue, c'était parce que l'argent était tellement facile qu'on a donné des hypothèques trop facilement. Et puis finalement, ça a créé la bulle de 2008-2009. Donc, M. Greenspan, d'un côté, est considéré un maître finalement du put, en quelque sorte, pour protéger l'économie et tout ça. Et en même temps, il est accusé d'avoir un peu trop facilité les choses et favorisé finalement tout ce qui était négatif. Et voilà, tout ça pour vous dire que je m'arrête ici pour aujourd'hui. Je vous souhaite une bonne année 2023 et je ne pense pas qu'on aura des crashs boursiers. Un vrai crash, là, je vous l'ai dit, c'est celui du mois d'octobre. Aujourd'hui, on parle de crash, mais c'est un peu comme ça, un peu sans trop savoir peut-être que c'est justifié ou non. Et voilà, encore une fois, bonne année.